Bonjour, je vous présente cet ouvrage. De Willard van Orman-Quine, le mot et la chose. Faiblesse d'Aristote, selon Benveniste, de la théorie des catégories, ontologie dérivée de la grammaire, recenser tous les prédicats possibles. Il pensait définir les attributs des objets, posant des êtres linguistiques. Croyant chasser des notions, Aristote a classé en réalité des catégories de langues. Ainsi, la langue grecque a prédominé la philosophie de l'Occident. Vanité de toute entreprise philosophique visant à édifier une théorie des catégories, benveniste. Le non-respect de la hiérarchie des types, la transgression des frontières catégorielles, a pour sanction le non-sens. La croyance qu'il existe une opposition polaire entre l'esprit et la matière, écrit Ryle, et la croyance que ces termes sont du même type logique. La négation du non-sens est aussi un non-sens. Théorie rylienne des catégories édifiée au moyen du critère du non-sens, Quine reconnaît la légitimité de l'entreprise de repérage des catégories. Cela s'accorde avec la conception dynamique du savoir, Carnap a signé pour tâche aux philosophes de construire un langage scientifique idéal et caractérise les questions philosophiques par leur généralité. Les principes régulateurs, comme le critère de simplicité et le principe du rejet de l'arbitraire, principe de raison suffisante. Duhem, le physicien, ne peut jamais soumettre au contrôle de l'expérience une hypothèse isolée, mais seulement tout un ensemble d'hypothèses. Lorsque l'expérience est en désaccord avec ses prévisions, elle lui apprend que l'une au moins des hypothèses qui constituent cet ensemble est inacceptable et doit être modifiée sans désigner celle à changer. Quine a repris à son compte le holisme duhémien, hypothèse Duhem-Quine, thèse de la sous-détermination des théories par l'expérience, sa plus importante. C'est la thèse de l'indétermination de la traduction, son corollaire et la négation de l'existence du troisième monde, pas physique, pas mental, dont Bolzano et Husserl ont postulé. Le monde des significations en soi, le langage est un art social. L'indétermination de la traduction affecte même la question de savoir quels objets il y a lieu de donner à un terme comme corrélat. La chosification, les choses entrevues, non les entrevisions. Les points de condensation du schème conceptuel. Pour décrire, nous référons à des choses d'ordre public. Nous identifions le mieux nos données sensibles en les réfléchissant sur des objets extérieurs. L'idée directrice, à savoir que nous ne pouvons connaître les choses extérieures que par leur action, est fondée sur nos connaissances générales des comportements. Ce sont les références aux choses physiques qui assurent la cohésion, arrière-fond sensoriel ou stimulatoire du langage ordinaire. Neurath a comparé la science à un bateau qui doit être réparé planche par planche, tandis que nous naviguons à son bord. La science n'est que le sens commun devenu conscient. Les choses extérieures ne peuvent être connues qu'avec notre corps. Nos inventions scientifiques sont des activités à l'intérieur du monde que nous inventons. L'emploi du mot est un dressage effectué par la société. L'individu est dressé à dire des choses socialement appropriées. Haï n'est pas indépendant de tout apprentissage social. Les mots étant des outils sociaux, l'objectivité compte beaucoup pour assurer leur survivance. Les objets sont des points privilégiés de référence et de pensée, uniformité qui nous unit dans la communication. Plusieurs individus élevés dans le même milieu linguistique se ressembleront entre eux, comme ces arbustes qu'on taille en forme d'éléphant. Les souvenirs réels sont des traces, non des sensations passées, mais des conceptualisations passées. La transitivité du conditionnement tend à éliminer les phrases éternelles. L'apprentissage d'un nouveau mot revient à apprendre le mot dans un contexte. Les substantifs, les adjectifs et les verbes pourront être appris à l'état isolé. Les photons sont posés pour aider à expliquer le phénomène, et ce sont ces phénomènes qui expliquent ce que les physiciens cherchent à dire dans des phrases sur les photons.
Le mot centaure, qui n'est vrai de rien, sera appris par la description des objets auxquels il est censé pouvoir être appliqué. La prédiction est l'anticipation conjecturale de données sensibles ultérieures, venant confirmer une conclusion déjà tirée. Ainsi, les théories dépérissent lorsque leurs prédictions faillissent. La simplicité n'est pas un impératif à mettre sur le même plan que la conformité à l'observation. L'observation sert à éprouver des hypothèses après qu'on les ait adoptées. La simplicité incite à les adopter pour les soumettre à l'épreuve, élargissant le domaine de la théorie. Une autre qualité est la familiarité du principe. Un autre guide tacite de la science est le principe de raison suffisante. Le physicien s'intéresse à systématiser ces vérités générales. La méthode scientifique revient à se laisser guider par les stimuli sensoriels, par un certain goût de la simplicité et des vieilles choses. Peirce a essayé de définir entièrement la vérité en termes de méthode scientifique. La vérité serait pour lui la théorie idéale. Le défaut étant un process allant à l'infini et l'existence d'un organon final de la méthode scientifique. Les gestes des Turcs sont à peu près le contraire des nôtres. Le linguiste tranchera les questions de causalité par l'intuition. La traduction repose sur des corrélations avec des stimulations non verbales. La signification stimulus qu'une phrase a pour un sujet se ramène à la disposition à acquiescer ou à protester devant la phrase en réponse à une stimulation présente. Carnap propose des restrictions appropriées à cette fin. Pas de sens expérimental systématique à la distinction entre l'usage dû à la signification et l'usage dû à une information annexe partagée. La notion d'observationnalité est une notion sociale. En guise de correctif, considérons le cas de l'explorateur de l'Himalaya qui a appris à appliquer le mot Everest à une montagne éloignée vue du Tibet et Chomolungma à un autre vue du Népal. L'indiscernabilité ne tient pas à la ressemblance, mais à l'anatomie des phrases. C'est la différence si centrale dans la philosophie de Russell entre la connaissance par description et la connaissance par fréquentation, acquaintance. Le composé a une seule valeur de vérité, vrai ou faux, pour chaque assignation de valeur de vérité au composant. Il est probable que les assertions manifestant fausses à simple vue fassent jouer des différences cachées de langage. La stupidité de l'interlocuteur est moins probable qu'une mauvaise traduction. Principe de charité de Wilson. Nous choisissons comme étant le désignatum d'un mot cet objet individuel qui rendrait vrai les plus grands nombres possibles de phrases. Grist et Strawson définissent les phrases comme synonymes quand les valeurs de vérité d'autres phrases confirment. 3 catégories de vérité ferme: l'analytique, l'a priori et le nécessaire. Et socialement analytique par le stimulus, toutes les phrases qui le sont pour tout le monde. Les fonctions de vérité peuvent être traduites, les hypothèses analytiques peuvent être confirmées, les paramètres de la vérité se trouvent fixés conventionnellement. Aphorisme de Wittgenstein. Comprendre une phrase signifie comprendre un langage. La période de babillage de la prime enfance est ce que Skinner appelle le comportement opérant. Les débuts du mimétisme, la vue du visage et l'audition du mot, récompense de la maman provoquée par les réponses. Nous devons faire crédit à l'enfant d'un espace linguistique des qualités. Essence de la première phrase de l'apprentissage des mots. Un bénéfice de l'emploi des normes nous offre de construire des relais indéfiniment prolongés. Chaque auditeur rectifie les inexactitudes de son prédécesseur. Les normes des segments d'une élocution sont des segments de la norme de l'élocution. Les phonèmes d'un langage sont à la parole dans ce langage ce que les lettres sont à l'écriture. Les termes dits de masse, comme du rouge, ont la propriété sémantique de référer cumulativement. Ils sont pour l'enfant d'un même type. L'enfant grimpe à l'intérieur d'une cheminée intellectuelle, s'appuyant en exerçant des pressions de chaque côté. Le terme général est ce qui est prédiqué, ou ce qui occupe ce que les grammairiens appellent la position prédicative. La principale utilité des termes généraux réside dans leur aptitude à former des termes singuliers démonstratifs. Les termes démonstratifs singuliers conservent le mécanisme de l'ostension, une association du mot avec l'objet de référence qui se fait dans l'expérience immédiate. Ils sont utiles pour acquérir de nouveaux termes généraux.
La liaison des termes par « et » et « ou » est étroitement reliée à la liaison attributive des termes. Le signal égal de l'identité est un terme relationnel et donc transitif. L'identité est intimement liée à la division de la référence, car diviser la référence consiste à fixer les conditions de l'identité. Avec Hume, on comprend l'identité strictement comme la relation que chaque objet a exclusivement avec lui-même. La difficulté est la confusion entre le signe et son objet. Les seules affirmations d'identité vraies, sans être stériles, sont celles qui contiennent des termes singuliers différents, mais qui se réfèrent à une même chose. L'enfant, partant des termes de masse, se glisse au cœur de l'ontologie des attributs en vogue dans la communauté. Une fois qu'on a commencé à admettre des objets abstraits, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Willard van Ormankyn, le mot et la chose. Merci.